Alors, les candidats à la présidentielle qui semblent avoir sorti leur carnet de chèques, Anne Hidalgo, Marine Le Pen ou encore Valérie Pécresse et d'autres, vous le verrez, qui rivalisent de propositions onéreuses, diront certains, pour s'attirer, pourquoi pas, les faveurs des électeurs. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos, dernière en date, Anne Hidalgo, qui veut au minimum doubler les salaires des enseignants. On a traité hier avec Xavier Timbaud de l'OFCE cette idée de nationaliser les concessions d'autoroutes. Pour Marine Le Pen et Arnaud Montebourg, une baisse de 25 milliards d'euros des cotisations sociales pour augmenter le pouvoir d'achat et les revenus pour Valérie Pécresse. Bref, on se dit que le quoi qu'il en coûte a encore de beaux jours devant lui. Ah oui, la corne d'abondance est ouverte. Elle est ouverte depuis maintenant 1 an et demi. Et les Français n'avaient déjà pas beaucoup l'habitude de la rigueur budgétaire. On en parle souvent et on la fait rarement. Voilà, on en parle très souvent et on la fait très rarement. Et donc, c'était déjà le cas avant, mais ce qui se passe depuis 18 mois a fait complètement exploser toutes les contraintes. Le surmoi financier a totalement disparu. Il a été englouti sous les dizaines, les centaines de milliards qui ont été déversés sur l'économie française et dont on aurait dit 2 ans plus tôt, ben non, c'est impossible de débloquer, d'avoir autant d'argent. Cet argent n'existe pas. Les caisses sont vides, il y a déjà une dette colossale. Sauf que quoi qu'il en coûte, c'est fini, nous a dit Bruno Le Maire. Oui, bien sûr, c'est fini, mais depuis 18 mois, l'argent a coulé à flot. Et donc c'est très difficile de se dire, ben maintenant, il va falloir faire autrement. De façon générale, en campagne électorale, en France en particulier, c'est différent dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, on a pu, par exemple, dans une campagne électorale, s'affronter non pas sur combien on allait dépenser, mais sur combien on allait faire d'économies, sur qui ça allait porter, est-ce que ça allait porter surtout sur les entreprises, surtout sur les particuliers. En France, non. En France, la campagne électorale, c'est de façon générale, et pas seulement en 2022, on promet de la dépense publique pour régler toute une série de problèmes plus ou moins réels. Si vous replongez dans la campagne de 2017, il y avait un seul candidat qui avait un programme d'économie, qui était François Fillon. Et quand vous regardez son programme d'économie, il n'y avait rien. Il y avait 500 000 de fonctionnaires en moins, mais comment on va faire, quelles missions de l'État vont être affectées. Déjà, il y avait un objectif. Voilà. Oui, il y avait un objectif chiffré, mais derrière, absolument aucun moyen de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que si François Fillon avait été élu, il n'aurait absolument pas pu faire, parce qu'il n'avait rien dit sur comment agir. Donc la campagne électorale n'est pas un temps propice à l'économie, mais c'est vrai que là, cette fois-ci, on va tout même très fort. Donc on est peut-être parti pour une campagne présidentielle. On va passer en revue un petit peu les différentes propositions, mais on est parti pour une campagne présidentielle un petit peu hors sol, avec sortie du carnet de chèques à tous les étages et à tous les niveaux. Oui, mais encore une fois, ça s'inscrit dans une lignée. Si vous regardez ce que fait Emmanuel Macron depuis 6 mois, passe culture, passeport, chèque psy pour les jeunes, 1,5 milliard pour Marseille, qui solde au passage une gestion calamiteuse qu'on fait nulle part ailleurs dans aucune autre ville, mais enfin même 1,5 milliard. Il a été question, le projet a été retiré, je ne suis pas sûr qu'il ne reviendra pas par la fenêtre, d'un minimum relevé pour la pension de retraite. Il est question aujourd'hui même d'un chèque énergie. Donc l'exécutif au pouvoir depuis... donc il y a eu tout ce qui est pratiqué depuis 18 mois, depuis l'épidémie, mais il y a aussi toute une série de mesures qui vont rester. Et si on regarde depuis le début de la crise sanitaire, la dépense publique ordinaire, celle qui va persister une fois que les virus auront disparu ou seront sous contrôle, cette dépense ordinaire supplémentaire depuis 18 mois, elle atteint 15 milliards d'euros. Voilà. Donc 15 milliards d'euros, c'est chaque année, on va dépenser 15 milliards d'euros. Donc ce qui se passe dans la campagne, dans la pré-campagne qui s'amorce aujourd'hui, ça s'inscrit aussi dans ce qui se passe en France depuis 18 mois. À la petite nuance près qu'on a aujourd'hui 9% de déficit public. On sera a priori à 5% l'année prochaine, mais on part avec un niveau de déficit et de dette qui est excessivement élevé. C'est toute la différence avec le passé. Alors, on a une dette, on a d'abord un déficit qui est donc 9%. Un petit peu en dessous, on sera peut-être un petit peu en dessous. 9% l'an dernier, 8% cette année, mais c'est encore très élevé, avec une croissance de 6%. Avoir un déficit de 8%, c'est quelque chose qui serait paru lunaire il y a 2 ans. Donc on a effectivement une vraie contrainte. On a
Une vraie contrainte? Non, pas de contrainte. On a des vrais déficits, une dette qui atteint 115% du PIB alors qu'elle était à moins de 100% il y a 2 ans. Donc on a effectivement des indicateurs financiers, de finances publiques qui sont très très mauvais, mais pour l'instant ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème parce qu'on a d'un côté une épargne qui a été forcée pendant des mois et des mois. Donc la désépargne publique a une contrepartie, qui est une épargne privée forte chez les ménages, mais aussi dans certaines entreprises. Donc d'un côté, on a cette forme d'équilibre là. Et puis on a aussi la Banque Centrale Européenne qui a acheté de la dette publique dans des quantités qui étaient, là encore une fois, inimaginables. Et tout ça donne des idées, évidemment. Et je reviens à la maire de Paris, donc, qui a officiellement, on le sait, lancé sa candidature il y a maintenant 48 heures, qui veut doubler le salaire des enseignants. Ça fait même ricaner Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai admiré ça. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il accuse le PS d'avoir perdu sa culture de gouvernement. Voilà, ça exactement. ne manque pas de saveur. Proposition donc à 35 milliards d'euros par an au bas mot. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui qualifie cette idée d'irréaliste. Aujourd'hui, elle paraît évidemment totalement irréaliste, surtout que 35 milliards, c'est vraiment au bas mot, parce que quand vous regardez les mots exacts employés par Anne Hidalgo, c'est les enseignants et toutes les personnes qui sont en contact avec les élèves dans l'institution scolaire. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer d'avoir du coup des enseignants des écoles qui soient payées beaucoup plus que des professeurs d'université. Donc vous avez forcément une échelle de perroquet qui s'enclenche à partir de cette mesure. Donc on est sans doute beaucoup très au-delà. Alors, ça paraît irréaliste. Imaginons demain qu'Anne Hidalgo fait ça. Elle peut le faire, si elle a une majorité au Parlement, elle peut le faire. Ça pose d'autres questions. On sait bien qu'on a une école qui ne marche pas bien. Est-ce qu'on est persuadé que doubler le salaire des enseignants, ça suffira à régler le problème? Non, on sait qu'il y a des pratiques éducatives qui posent problème. Poser la question de la rémunération sans dire ce qu'il y a en face, ça me paraît quelque chose là d'assez étonnant. On l'a évoqué hier, Jean-Marc, on l'a évoqué hier avec l'OFCE sur cette histoire de l'État qui reprendrait les concessions données au privé. C'est une ambition d'Arnaud Montebourg, de Marine Le Pen, d'Éric Piolle aussi pour les écologistes. On ne va pas revenir dessus, mais là, encore une fois, c'est une facture potentiellement à 45 milliards d'euros. On est sur des gros montants, quoi, je veux dire. Oui, mais alors ça c'est peut-être plus discutable. Si l'État emprunte à zéro, il a intérêt à sortir 45 milliards. Voilà, parce que les recettes escomptées sont supérieures à la dépense. Donc, voilà, c'est des mesures qui peuvent paraître aberrantes. D'un point de vue financier, ça peut être intéressant de le faire, puisqu'il y a une rentabilité en termes strictement financiers, oui. Ouais. Alors en termes de crédibilité de la France par rapport de l'État par rapport aux entreprises avec lesquelles il contracte, ça pose une autre question, mais ça n'intéresse absolument personne. Il y a aussi la retraite à 60 ans pour Marine Le Pen. Évidemment, si on a cotisé 40 ans, une proposition là aussi qui peut coûter des milliards chaque année. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de raison. On compte plus le déficit, on ne s'en inquiète pas, on ne s'inquiète pas de la dette. Donc pourquoi ne pas promettre des choses de manière extrêmement clientéliste? Vous voyez bien que Marine Le Pen, quels sont quelle est la cible électorale qu'elle vise avec cette mesure. Idem pour Anne Hidalgo. Le but, c'est de consolider la base électorale du PS, qui est constituée, pas uniquement, mais en partie tout à fait significative d'enseignants. Donc chaque parti fait des promesses pour consolider, enfin chaque candidat, ou supposé candidat, fait des promesses pour consolider sa base électorale directement. Enfin, c'est transparent. Ouais. On dit souvent que la droite est bonne gestionnaire, même à droite, quand on écoute Valérie Pécresse, qui veut baisser de 25 milliards d'euros les cotisations sociales, salariales, pour augmenter de 10% les bases salaires, ou même Xavier Bertrand qui dit, on peut l'entendre aussi, 33 milliards d'euros de baisse des impôts de production pour les réduire de moitié par rapport à leur niveau actuel. Là aussi, les promesses sont coûteuses. Oui, mais on peut discuter de la réputation et de la réalité de la bonne gestion par la droite, je crois. Et là, on voit bien qu'eux aussi, alors qu'ils savent bien que ces contraintes existent, eux aussi sont partis dans le décor allègrement. Encore une fois, les vannes sont ouvertes. Pourquoi s'embêter ? David, pourquoi s'embêter avec ces histoires de déficit? Oui, sauf que la réalité parfois vous revient comme un boomerang. Est-ce que cette absence de sérieux budgétaire, on finit là-dessus, pourrait un jour se retourner contre nous? Il y a peut-être un jour qui n'est pas si éloigné que cela, avec des tensions sur la dette publique française, avec une BCE qui sera moins active. Est-ce qu'on ne se prépare pas des jours plus mauvais? Alors on se prépare...
peut-être des jours plus mauvais, avec deux contraintes qui pourraient nous revenir dans la figure. Premièrement, c'est les contraintes au niveau européen, nos partenaires européens qui pourraient nous dire, écoutez, la France, vous avez déjà montré que vous étiez incapable, et là, vous continuez de faire empire. Et alors, il pourrait y avoir ça. Ben donc ça peut amener des tensions très fortes. Et puis de l'autre côté, et ça peut renforcer des tensions sur l'autre côté, c'est-à-dire sur les investisseurs. C'est-à-dire, la France a encore besoin qu'il y ait des gens qui lui prêtent de l'argent. Mais c'est le cas aujourd'hui, en même temps. On dépense beaucoup et on emprunte à 0%. Ça peut continuer comme ça pendant longtemps. Oui, et pourquoi pas quand vous regardez l'histoire, quand un pays s'endette trop, on lui prête trop. C'est très important. C'est pas seulement le pays qui emprunte trop, c'est des créanciers qui lui prêtent trop. Mais il y a un moment où ils arrêtent. Toujours. Il n'y a pas un moment dans l'histoire où, quand il y a un État qui a emprunté massivement, ces créanciers n'ont pas dit un jour ou l'autre. Mais c'est impossible à dater. Ce stop peut arriver bien sûr. Demain, comme dans 10 ans, comme dans 50 ans. Évidemment. Mais il y a un autre danger, donc ça c'est le danger extérieur, donc les créanciers, les partenaires européens. Il y a un danger intérieur, c'est qu'on fasse exactement l'inverse. Et si vous regardez ce qui s'est passé lors des élections présidentielles, des 3 dernières élections présidentielles, on a eu des promesses, 2 milliards à tire-larigot, que ce soit Emmanuel Macron qui était très peu disert sur la dépense publique, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande. Ils ont tous promis des choses. Et si vous regardez l'année qui a suivi leur élection, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a serré les cordons, alors malgré les promesses, et quand vous regardez, la production, la croissance a été beaucoup moins forte les années qui suivent l'élection, notamment évidemment en 2013 et en 2008. Pour l'instant, en tout cas, cette pré-campagne commence sous le signe de la dépense assurément. On verra la suite, comment ça se passera. On en reparlera. Merci beaucoup. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Salut. Au revoir.